Une erreur qui est souvent commise, c'est de penser que l'entrepreneuriat n'existe que sous une seule forme, parce que c'est celle que l'on voit le plus autour de nous, c'est celle dont les gens parlent le plus, c'est ce que j'appelle l'entrepreneuriat classique. On trouve un problème, on apporte une solution, on gagne de l'argent. Évidemment, c'est le fondement de l'entrepreneuriat. Mais il y a plusieurs façons d'entreprendre. Je veux dans cette vidéo évoquer avec vous 5 formes d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que si vous connaissez les contraintes et les avantages qui sont liés à chacune de ces formes, vous pourrez éventuellement faire des choix qui seront plus judicieux, qui vont correspondre à votre personnalité, correspondre davantage également à vos aspirations, à votre condition, à votre contexte. Bref, vous aurez une palette de choix plus étendue. Je vais vous demander d'être attentif. C'est pas un sujet dont on parle souvent et ça pourrait bien vous éviter d'emprunter une voie qui n'est pas la vôtre, ou ça peut vous permettre aussi de bifurquer. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. ROC de notre mantra Soyons Rock. On aborde quasi quotidiennement des sujets qui ont trait à l'entrepreneuriat, au business, au développement personnel, au mindset, à l'éducation financière. Bref, autant de sujets qui, interconnectés, vont te permettre d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Je t'exhorte donc à t'abonner en activant la cloche de notification aussi. Comme ça, tu seras informé de toutes les nouvelles vidéos diffusées ici. Aujourd'hui, je veux parler des différentes formes d'entrepreneuriat. C'est pour vous donner plus de choix, mais également pour que nous puissions développer notre culture entrepreneuriale. C'est important de connaître la dimension dans laquelle on avance, même si on n'est pas forcément concerné par un sujet précis tout de suite. Ça permet d'avoir une meilleure appréciation des enjeux, de mieux comprendre les contextes, leur évolution, etc. D'accord? Donc c'est une vidéo qui est très importante et elle est davantage pour tous ceux qui envisagent de se lancer dans une activité économique, parce que ça vous permet d'avoir, on va dire, avant le grand saut, une certaine masse d'informations utiles. Et d'ailleurs, si vous êtes au début de votre parcours, j'ai quelque chose pour vous, un cadeau. Même si vous êtes déjà entrepreneur, vous avez peut-être besoin ou envie de lancer une activité secondaire, parallèle, il y a un e-book gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description, et ça va vous permettre d'accéder à une vingtaine d'idées de business qui sont mises à votre disposition dans cet ouvrage-là. Je le rappelle, c'est gratuit, donc cliquez et faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on parle de 5 formes d'entrepreneuriat. On va commencer par la première, qui est la plus évidente et la plus connue. C'est ce que j'appelle l'entrepreneuriat classique. En quoi ça consiste? Ça consiste à trouver une solution pour un problème qu'on a identifié dans son environnement, donc sur le marché. Et cette solution-là, on va la monétiser. On apporte la solution à un problème et on gagne de l'argent en retour. C'est ça, l'entrepreneuriat classique. C'est ainsi que tout le monde le perçoit. Ok, je vous donne un exemple tout simple. Vous avez une société de livraison, vous venez résoudre un problème. C'est le manque de temps, par exemple. C'est le côté pratique que ça apporte aussi aux gens de pouvoir se dire tiens, j'ai besoin de quelque chose, je vais pas me déplacer, etc. Ça, c'est de l'entrepreneuriat classique. À partir d'une idée, vous allez générer de l'argent. Une idée originale, ou pas forcément, mais quelque chose qui apporte vraiment une solution à un problème concret. On est ici sur un volet totalement commercial. On est vraiment dans du commercial. Le but, c'est de faire du chiffre. Il y a des contraintes, il y a des avantages. Le premier avantage d'une entreprise de ce genre, de cette forme d'entrepreneuriat, c'est que le potentiel de croissance est élevé. Oui, parce que si votre initiative fonctionne, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et avoir une croissance qui peut être, je dirais pas forcément exponentielle au début, mais qui peut être forte assez vite. Bien sûr, après, gérer une entreprise, c'est tout autre chose, mais ça fait partie des avantages potentiels. Ok, il y a aussi l'autonomie qui est un avantage. Si vous êtes quelqu'un qui aime être autonome complètement dans la prise de décision, à tous les niveaux, ça peut être bon pour vous. Parce que l'entrepreneuriat classique, sous cette forme, ça vous permet vraiment de prendre vos décisions sans avoir à les connecter à l'avis de X ou de Y. Bien sûr, ne tombez pas dans le piège de devenir le patron tout puissant qui ferme la porte à tous ses collaborateurs et qui n'écoute pas les avis. Non.
vous faites ce que vous voulez, vous prenez des décisions, mais elles doivent être éclairées par justement les données qui reviennent du terrain, les sondages, donc les feedbacks des clients, la connaissance également qu'apportent vos collaborateurs, d'accord? Mais il y a quand même une grosse autonomie que vous avez quand vous êtes dans l'entrepreneuriat classique. Nous allons parler de la deuxième forme d'entrepreneuriat maintenant. Il s'agit de tous ceux qui sont des freelances. Alors un freelance, globalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, vous voyez bien le mot, hein, on dit freelance, ok? C'est quelqu'un qui est libre, d'accord? Il va apporter des solutions dans un domaine ponctuel et précis, un professionnel qui apporte des solutions pour aider d'autres professionnels généralement à avancer. Mais il ne va pas être dans une entreprise formelle, il va pas travailler dans un cadre où il aura forcément 15, 20 collaborateurs, non. Il est freelance, il est seul, comme un graphiste par exemple. Vous entendez souvent les graphistes dire « je suis en freelance ». Les réalisateurs aussi, ceux qui sont monteurs vidéo, les gens qui disent qu'ils sont dans le closing, qui sont dans ci, dans ça, dans la formation. On peut être freelance dans tous ces domaines-là, d'accord? Donc, ça vous permet d'avoir une structure d'entreprise qui est plus légère généralement, une structure de fonctionnement, pardon, je dirais, qui est plus légère, où vous n'avez pas plusieurs collaborateurs forcément à gérer. Vous êtes seul et vous avancez tout simplement. Vous apportez des solutions à travers des missions que vous allez réaliser, parce que le freelance, il a des missions, il a des contrats. Ce sont des contrats ponctuels qui sont limités dans le temps, comme toutes les personnes que vous voyez sur les plateformes très connues telles que Upwork ou encore, je crois qu'il y a Fiverr aussi. Il y a Fiverr, il y en a plein maintenant, il y en a plein. De toute façon, c'est ce genre de plateforme-là qui permettent à des gens de travailler à distance et d'apporter leur expertise en tant que freelance. Vous pouvez également le faire dans la vie physique, comme j'aime bien dire, et sans que ce soit virtuel à travers une plateforme. Moi, j'ai été freelance pendant longtemps. C'est d'ailleurs la première activité que j'ai exercée en tant qu'entrepreneur formel au début, quand j'ai fini mes études supérieures. Bien sûr, je faisais déjà pas mal de choses avant, de façon informelle, donc j'étais un petit peu déjà dans le business, mais quand je me suis lancé de façon beaucoup plus officielle après mes études supérieures, eh bien j'ai d'abord été freelance, d'accord, je faisais de la traduction parce que j'ai un double master en traduction et management interculturel, donc j'ai fait de la traduction, je travaillais aussi dans tout ce qui est conseil en communication, mais en tant que freelance. Voilà, donc j'avais pas encore d'entreprise, j'avais des missions que les gens me confiaient, je postulais aussi, etc. à droite, à gauche, pour pouvoir obtenir des contrats de 2 mois, de 3 mois, tu réalises ta mission, au terme de ça, on te paye. Donc l'avantage, c'est surtout au niveau de la flexibilité quand on est freelance. Vous avez la latitude de gérer votre temps et d'accepter certaines missions ou de refuser certaines missions. Donc vous avez un certain choix. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qui vous tombe sous le nez, vous avez la attitude de choisir. Alors quand on est dans l'entrepreneuriat classique, je veux dire, il y a plein de tâches qu'on n'a pas envie de faire, qu'on doit accomplir, d'accord? Donc ça, c'est un avantage certain. Il y a aussi un coût de démarrage qui est assez faible, pourquoi je dis cela? Parce que avec un ordinateur, généralement, dans la plupart des professions quand on est freelance, un ordinateur et une connexion Internet, ça fonctionne. On peut démarrer. Vous n'avez pas les mêmes contraintes que dans l'entrepreneuriat classique où en fait, je fais une parenthèse parce que j'avais oublié de le préciser, au niveau des contraintes là-bas, des inconvénients, vous avez des coûts de démarrage qui peuvent être élevés quand vous créez une entreprise de façon classique ou que votre projet le nécessite. Ça peut être assez élevé et les revenus peuvent être irréguliers aussi dans une entreprise classique, quoi. Mais c'est surtout les besoins qui sont élevés au départ, avec un risque financier élevé. Ok, si l'entreprise ne fonctionne pas, autant la croissance a un fort potentiel, autant on peut vous casser la figure. Le freelance, il n'a pas besoin de grand chose pour démarrer. Il n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer, ça va assez vite. Mais il a également cette contrainte-là des revenus irréguliers qu'on retrouve dans beaucoup de formes d'entrepreneuriat, mais qui peut être plus marqué pour un freelance. Parce que vous avez un contrat de 2 mois, ça peut être bien payé. Après, pendant 6 mois, vous n'avez plus de contrat, par exemple. Bon, j'exagère un peu, quand on prospecte bien et qu'on a un certain niveau de qualité dans les services qu'on délivre, on ne reste pas 6 mois chômé quand on est freelance. Non, quand on est compétent, qu'on continue à se former, qu'on réseaute, qu'on prospecte. Mais c'est très irrégulier. Il faut gagner 100 000 ce mois, 500 000 le mois d'après, 50 francs le mois qui suit, 0 francs pendant 2 mois, puis après 6 millions. Donc il faut avoir une bonne organisation, une bonne gestion
financière, c'est très important. D'accord? Donc voilà un peu au niveau de cette deuxième forme. La troisième forme, c'est la franchise. Alors, qu'est-ce que c'est la franchise? Les gens n'en parlent pas assez, je trouve, dans le contexte africain, alors que c'est une opportunité aussi. Un franchisé, c'est une personne qui va aller acheter des droits. Vous allez acquérir des droits pour exploiter une marque. Exemple, vous voulez ouvrir un restaurant McDonald's. Si vous voulez ouvrir une enseigne McDonald's, il faut que vous achetiez la franchise, que vous rentriez dans le réseau des franchisés. Et en fait, ce que vous allez acheter, ce sont les droits d'exploitation qu'on va vous donner. Et ça va vous permettre d'ouvrir une entreprise de type formel, donc de faire de l'entrepreneuriat formel, mais sous la marque McDonald's, par exemple. Ou si c'est une marque des magasins de sport ou des librairies, par exemple, il y a des franchises dans tous les secteurs d'activité. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'aller sur le modèle de la franchise au lieu de créer soi-même une entreprise de bout en bout? Parce que vous avez un modèle d'affaires qui est déjà éprouvé. Lorsque vous êtes un franchisé, on vous met à disposition de nombreux documents. D'accord? Tout ce qui va être structuration de l'entreprise, manuel de procédure, tout ça vous est fourni. Et la maison mère, qui est donc le franchiseur, vous dit voilà comment vous devez développer votre entreprise pour que ça fonctionne. Nous, on a déjà établi les choses et on a tout intérêt aussi que votre entreprise fonctionne parce que vous allez reverser une partie de vos bénéfices. Parce que c'est ça la franchise, hein. Vous payez les droits d'entrée pour être un franchisé, mais vous avez également un pourcentage que vous devez payer sur votre chiffre d'affaires ou sur vos bénéfices. Voilà, ça dépend de tout ce qu'il y a comme accord dans le contrat. Donc globalement, c'est très important parce que au niveau de, comme je disais, de la structuration, au niveau de la formation, etc., même de vos collaborateurs, il y a déjà des documents, des process qui existent et vous les développez. Parce que le but d'un réseau de franchise, c'est que si je prends toujours le cas de McDonald's, dans tous les restaurants McDonald's, le but, c'est que vous ayez la même approche au niveau de la qualité de service, que les gens tiennent le même discours, que les produits soient les mêmes, que les prix soient harmonisés plus ou moins, parce qu'après, on tient compte du marché, des préférences gustatives et tout ça. Donc, il y a des aménagements. Mais globalement, sur le fond, ça va être pareil au niveau des uniformes, au niveau de l'aménagement, au niveau de l'esprit, au niveau de la philosophie dans la communication. Tout est harmonisé. Voilà, c'est de la standardisation XXL, ok? Donc, vous avez moins de temps à développer tout ça là vous-même. Vous passez moins de temps à développer tout ça. Et Dieu sait que pour un chef d'entreprise, mettre en place des procédures et tout ce qui va avec, c'est super chronophage, ça prend du temps, ça demande des ressources. Donc, c'est quand même un avantage considérable. Vous avez également des contraintes, évidemment, hein, lorsque vous choisissez le modèle de la franchise pour vous lancer en tant qu'entrepreneur, c'est que les coûts initiaux sont élevés. Parce qu'il faut payer pour rentrer dans le réseau déjà. Ce sont des droits d'entrée. Et ça peut être très élevé. Ça se chiffre toujours en millions, hein, plusieurs millions de francs CFA. Après, est-ce que ça va être quelques millions, des dizaines de millions? Ça dépend de l'enseigne sur laquelle vous décidez d'aller, hein, ou l'enseigne qui vous intéresse, sous quelle bannière vous allez être. Ça dépendra aussi de votre marché. On n'aura pas les mêmes conditions à vous imposer si vous avez un marché de 5 millions d'habitants que quelqu'un qui aura un marché sur lequel il veut opérer où il y a 35 millions d'habitants, d'accord, où il y a donc un potentiel économique beaucoup plus intéressant et plus élevé. Donc tout ça, ce sont des choses qui se négocient et que vous pouvez voir avec le franchiseur. Au niveau des contraintes, c'est que au-delà des coûts initiaux élevés, il y a moins de créativité. Vous n'avez pas de la latitude, de la flexibilité pour développer les choses comme vous voulez. Par exemple, au niveau de la politique RH, si on vous dit que dans le groupe McDonald's, au bout de 2 ans, un collaborateur doit pouvoir passer à tel niveau ou pouvoir prétendre à ceci ou à cela, si c'est vraiment quelque chose qui est imposé, eh ben, vous serez obligé de le faire. D'accord? Si on vous dit que les burgers ne doivent pas être cuits plus d'1 minute, vous n'allez pas les cuire pendant 1 minute 25 secondes parce que s'il y a un contrôle, vous êtes foutu. Et ça peut vous coûter très cher, même en poursuite judiciaire et tout ça. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre et se demander qu'est-ce qui me convient le mieux et qu'est-ce que je veux. Est-ce que c'est plutôt tel modèle d'entrepreneuriat qui me convient ou plutôt tel modèle? D'accord? Quatrième forme d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social. Alors, la seule différence avec l'entrepreneuriat classique, c'est que ici, il y a un véritable ancrage dans l'impact. Ok, quelqu'un qui va sur de l'entrepreneuriat social, c'est quelqu'un dont la solution va être véritablement axée sur des problèmes sociaux ou environnementaux. Évidemment, cette entreprise va générer de l'argent.
mais elle aura une vocation sociale très forte. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de Muhammad Yunus, qui est un prix Nobel, d'accord, un ancien prix Nobel, et qui a mis en place au Bangladesh, dans ce pays d'origine, une institution de microfinance pour aider les plus pauvres de son pays à accéder au crédit, sans garantie. Donc on l'appelle même le banquier des pauvres. Et ça a connu un succès phénoménal, parce que c'est des choses qu'on ne retrouve quasiment pas, d'accord, sans des prêts sans garantie et avec des taux, on va dire, vraiment raisonnables. Il a donc mis en place ce système-là pour aider surtout et accompagner les plus pauvres. Ça, c'est de l'entrepreneuriat social. Une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est une forme d'entrepreneuriat qui convient aux gens qui veulent vraiment contribuer à un monde plus juste, une société plus équitable, etc. Avoir un impact véritable et ne pas gagner uniquement de l'argent. Ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle si vous êtes dans ce cas-là. Donc ce sont des avantages à prendre en compte si ça vous correspond. Il y a également un potentiel économique au-delà de votre business model à vous, comment vous gagnez de l'argent. Au-delà de ça, vous pouvez aussi toucher des subventions. Parce que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat social, comme ce sont des causes sociales, justement, vous pouvez avoir des subventions de certains États, des subventions d'organisations internationales. Vous pouvez avoir également de l'argent qui est mis à votre disposition par des fondations. Donc, vous avez également ce canal-là pour générer du cash au-delà de la vente du service ou du produit que vous allez mettre sur le marché. La contrainte majeure, c'est qu'il faut vraiment se débrouiller pour trouver un équilibre entre l'impact social qu'on veut apporter et la viabilité de l'entreprise. Parce que ça reste une entreprise, même si c'est de l'entrepreneuriat social. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que l'entrepreneur social ne doit pas chercher à gagner de l'argent. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Un entrepreneur, fut-il social, il faut qu'il gagne de l'argent pour faire tourner l'entreprise. Parce qu'il a des charges, il a des charges locatives, il a des charges salariales, il a des charges fiscales, etc. Donc, il ne faut pas se tromper en pensant qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Il y a trop de gens que je vois qui ont de nobles ambitions, mais qui ne comprennent pas que bien qu'étant dans le social, il faut absolument un équilibre. Il faut un équilibre, il faut que ça reste rentable. Même si vous tournez grâce à des subventions, eh bien, il faut que ça reste rentable. Ok, c'est vraiment à prendre en compte. Et malheureusement, parfois, vous êtes donc dépendant de certains financements extérieurs, tels que les subventions, les dons, comme je disais. Ça peut fragiliser votre entreprise. Il faut vraiment faire en sorte que l'équilibre ne soit pas existant uniquement sur la base de tout ce qui est dons, subventions et tout ça. L'activité en elle-même doit pouvoir permettre de financer au moins le projet, de couvrir les charges minimum. Super important. Et nous allons finir par la 5e forme d'entrepreneuriat, c'est la reprise d'entreprise. Alors, ici, ce qui est différent, c'est surtout le commencement. Vous ne créez pas une entreprise de toutes pièces, vous allez reprendre une entreprise. Donc, racheter une entreprise qui existe déjà. Ça peut être une entreprise qui est en très mauvaise santé financière, qui est au bord de la rupture, de la faillite, comme ça peut être une entreprise qui se porte très bien. Tout dépend. Ceux qui s'intéressent un petit peu aux biographies, au parcours de certains entrepreneurs à succès ou des hommes qui ont marqué leur époque d'une façon ou d'une autre, savent certainement que Bernard Tapie était connu pour être un repreneur d'entreprise. D'accord? Et c'était quelqu'un qui, franchement, faisait pas dans les sentiments. Il aimait bien guetter les entreprises qui étaient en difficulté et il arrivait comme le sauveur. Et bien sûr, il les rachetait à pas grand-chose, parfois aux francs symboliques, pour ensuite les relever. Et bien ça, il y a des gens qui le font parce qu'ils ont le flair. Ils se disent, cette entreprise a un gros potentiel, peut-être qu'elle est mal gérée, peut-être qu'il y a des difficultés, etc. Mais moi, je sais que je peux en tirer le meilleur, je peux la mettre sur la route de la prospérité, donc je vais la racheter. Ça, c'est quand c'est une entreprise en mauvaise santé. Ça peut être, comme je l'ai dit, une entreprise en bonne santé aussi et qui a envie simplement, dont les fondateurs ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de céder pour 1000 raisons. Et à ce moment-là, vous arrivez, vous rachetez l'entreprise. C'est toujours des processus très longs parce qu'il y a de la due diligence qui va être faite pendant un bon moment, des mois ou des années, pour évaluer l'entreprise, c'est-à-dire fixer sa valeur véritable. Et les négociations vont avoir cours. Et lorsque vous allez vous entendre avec les propriétaires, avant de devenir le nouveau propriétaire, eh ben, vous allez pouvoir à ce moment-là dire je paye X francs, c'est ce que nous avons ensemble décidé et je vais devenir le propriétaire de l'entreprise. Je fais donc de la reprise de l'entreprise. Vous achetez et vous gérez cette nouvelle entreprise-là. Voilà en quoi consiste cette 5e forme
d'entrepreneuriat. Là où c'est intéressant, hein, dans ce cas, c'est qu'il y a déjà une structure qui existe, il y a déjà un fonctionnement qui est mis en place. Vous allez peut-être l'optimiser ou changer les choses à votre façon. On a vu Elon Musk lorsqu'il a racheté Twitter, par exemple, et il le fait souvent, il arrive, lui, il vit une bonne partie des gens, il impose sa vision. C'est son droit parce qu'il est maintenant propriétaire. Mais vous avez quand même une structure qui existe. Il n'est pas venu développer Twitter de A à Z. Il n'a pas créé Twitter de A à Z, Twitter qui est devenu X maintenant. Ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus complexe pour lui. Et ce qui est intéressant, surtout au-delà de ça, c'est que vous avez un fonds de commerce. Regardez tous les utilisateurs de Twitter, qui sont des utilisateurs de X. C'est tout ça qu'on valorise lorsqu'on veut vendre une entreprise. D'accord? On ne tient pas compte uniquement du chiffre d'affaires, etc. Non, vous avez une base client, une base de données clients, des fournisseurs. Donc, si vous voulez vendre votre entreprise, faites en sorte de vous faire accompagner par des spécialistes pour que le prix fixé soit un prix qui révèle véritablement tout ce que vous allez céder, tout le travail que vous avez fait jusque-là. Okay? Donc, celui qui rachète, il arrive avec quelque chose qui est déjà en place, la clientèle, des solutions, etc. C'est génial pour aller vite, mais il y a des contraintes comme le coût d'achat qui est élevé. Vous devez dépenser beaucoup pour acheter cette structure qui existe et tourne déjà. Ok, c'est 1000 fois plus coûteux que de créer quelque chose à la base, mais vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps. Et ça, ce n'est pas négligeable. Par contre, au niveau des contraintes, il y a autre chose. Hein. La nécessité de comprendre en profondeur le business. Avant d'acheter une entreprise, même si elle vous plaît, qu'elle a un gros potentiel, il faut comprendre l'entreprise, il faut comprendre sa situation financière. Il faut être sûr qu'on ne va pas découvrir des cadavres dans le placard après, qu'on ne vous a pas caché des choses, d'où le fait de se faire accompagner pour que la due diligence soit bien faite. Le vendeur doit se faire accompagner, l'acheteur aussi. Comme ça, il est sûr qu'il a récupéré ce qu'il lui faut convenablement et puis tout le monde peut ensuite être, je veux dire, content, quoi, tout simplement. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur ces 5 formes d'entrepreneuriat-là et je pense que vous gagneriez sincèrement à analyser la situation convenablement pour voir ce qui vous convient le mieux avant de choisir d'aller dans telle direction ou dans telle autre direction. N'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi si vous en avez besoin pour évoquer des questions liées au business, à l'entrepreneuriat ou au développement personnel. Ça fait une 12aine d'années que j'accompagne pas mal de personnes sur ces questions. Ça fait une 15aine d'années que je suis entrepreneur à temps plein. Je suis dans différents secteurs d'activité. J'ai connu de nombreux échecs et heureusement de nombreux succès aussi, et c'est tout ça que je mets à disposition donc des personnes que j'accompagne. Les liens sont en description pour booker une séance de coaching, pour découvrir mes ouvrages, pour écouter l'album de développement personnel Soyons Rock. Bref, tout l'univers rock est disponible. Et si vous avez besoin de services plus poussés tels que les études du marché, les plans marketing, la rédaction de business plans convaincants et toute la panoplie jusqu'à l'accompagnement à la mise en route, n'hésitez pas non plus à nous faire appel. Lien en description, toujours nous intervenants partout sur le continent africain. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Et je vous souhaite une bonne suite de journée ou une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. En attendant qu'on se retrouve, abonnez-vous, partagez, likez et prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.